Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez en ce moment? Et quelle est la température chez vous aujourd'hui? Ils disent que certaines maisons meurent quand on les abandonne. Les murs s'effritent, les toits s'effondrent, la mémoire s'efface. Mais d'autres maisons ne meurent jamais, elles attendent. En janvier 1912, alors que l'hiver serrait le Cantal dans un silence de pierre et de glace, Mathieu Delvaux ne savait pas encore qu'il marchait vers l'une d'elles. Il reçut la lettre un matin blême, à Aurillac. Le papier était épais, jauni, et portait le sceau d'un notaire de Saint-Flour. À peine l'avait-il ouverte qu'un malaise diffus s'insinua en lui, comme si les mots eux-mêmes cherchaient à l'avertir. On l'informait qu'il héritait du domaine de son grand-oncle, Armand Delvaux. Un nom qu'il n'avait jamais entendu prononcer sans un silence gêné. Un homme dont sa propre mère évitait de parler, comme si le simple fait d'évoquer son existence pouvait attirer le malheur. Mathieu avait 42 ans, veuf depuis 2 hivers, sans enfant, sans véritables attaches. La mort d'Hélène avait laissé en lui un vide qu'aucun travail, aucune prière, aucun silence n'avait su combler. Il continuait d'exister, plus par habitude que par désir. La ferme qu'il exploitait à Aurillac tournait presque seule. Ses gestes étaient mécaniques, son regard souvent absent. Quand le notaire l'invita à Saint-Flour pour la lecture officielle du testament, Mathieu accepta sans hésiter. Il n'attendait rien de cet héritage, mais quelque chose en lui ressentait une étrange attraction, comme si cette invitation répondait à un appel ancien. Le notaire fut bref. Les terres sont encore exploitables. La maison tient debout. Mais, il marqua une pause, pesant ces mots. Je vous conseillerais de vendre sans jamais vous y installer. Pourquoi? Demanda Mathieu. Le notaire évita son regard. Disons que le domaine n'a plus accueilli personne depuis longtemps, et que certains lieux se refusent à être réveillés. Ces paroles auraient dû suffire. Mais Mathieu n'écouta pas. Il quitta Aurillac à l'aube, entassé dans une carriole tirée par 2 chevaux fatigués. Le froid mordait la peau, transformant chaque respiration en nuages blanchâtres. La route serpentait entre des forêts de hêtres nus, leurs branches squelettiques s'entrelançant au-dessus du chemin comme des doigts crochus. Le cocher, un homme aux traits burinés, resta silencieux pendant des heures. Ce n'est qu'en apercevant les premières hauteurs de Saint-Flour qu'il se décida à parler. « Vous allez sur le plateau, n'est-ce pas, au domaine Delvaux ?» Le cocher fronça les sourcils. « Alors vous devriez prier. Prier contre quoi ?» L'homme serra les rênes, les jointures blanchies par le froid, contre ce qui écoute quand on arrive là-bas. Ils traversèrent Saint-Flour au crépuscule. Les ruelles étroites semblaient se refermer sur la carriole. Derrière certaines fenêtres, des silhouettes immobiles observèrent le passage de Mathieu. Des femmes faisaient discrètement le signe de croix. Des hommes détournèrent les yeux. La cathédrale dominait la ville comme un bloc de basalte noir, figé dans une éternelle surveillance. Le domaine se trouvait à plusieurs kilomètres au nord, isolé sur un plateau battu par les vents. Le chemin qui y menait n'était plus qu'une bande de terre gelée bordée de murets écroulés et de ronces mortes. Le cocher s'arrêta net. « Je n'irai pas plus loin. » Il déchargea les malles sans attendre paiement et fit demi-tour, laissant Mathieu seul au milieu du brouillard montant. Le silence était total. La maison apparut peu à peu, massive, sombre, presque irréelle. 3 étages de pierre volcanique noircie, des fenêtres aveugles, un toit affaissé par endroits. À gauche, une grange immense et un ancien hangar agricole formaient des silhouettes disloquées dans la pénombre. Tout semblait figé, comme suspendu dans une attente invisible. Mathieu ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Il avança, ses bottes crissant sur le gravier gelé. La porte principale résista avant de céder sous l'une des lourdes clés que le notaire lui avait remises. Le grincement métallique résonna dans l'entrée, trop fort, trop long. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière humide et d'autre chose. Une senteur vague, ancienne, impossible à nommer. La lumière du jour mourant filtrait à peine par les vitres opaques. Les meubles étaient recouverts de draps jaunis. Une table dressée reposait au centre de la cuisine, comme si un repas avait été interrompu sans jamais reprendre. Mathieu posa ses malles et parcourut lentement le rez-de-chaussée. Chaque pas semblait déranger un équilibre fragile. Dans le salon, un portrait ancien dominait la cheminée. Un homme aux traits sévères, au regard fixe, presque accusateur. Armand Delvaux. Mathieu détourna les yeux sans savoir pourquoi. À la nuit tombée, le silence changea de nature. Ce n'était plus une absence de bruit, mais une présence dense presque tangible, un silence qui semblait attentif.
Il s'installa dans un fauteuil, enveloppé dans sa veste, et ferma les yeux. C'est alors qu'il entendit le premier bruit. Un pas, puis un autre. Lent, régulier. À l'étage. Mathieu se redressa brusquement. Le feu qu'il avait allumé projetait des ombres déformées sur les murs. Les pas continuaient, traversant le couloir supérieur, s'arrêtant devant une porte. Celle du fond. La nuit s'étira, oppressante. Quand l'aube finit par poindre, Mathieu monta à l'étage. Toutes les portes étaient fermées, sauf une porte qu'il était certain d'avoir trouvée verrouillée la veille. À l'intérieur, un bureau poussiéreux. Et sur le secrétaire, un objet qui n'aurait jamais dû être là, un journal. Ouvert, comme s'il attendait d'être lu. Et en bas de la première page, une phrase tracée d'une écriture nerveuse. Le domaine n'appartient jamais à ceux qui arrivent. Il choisit. Il appelle. Mathieu sentit alors, pour la première fois, une certitude froide s'imposer à lui. La maison savait qu'il était là, et elle n'avait aucune intention de le laisser repartir intact. La maison ne dormait pas. Mathieu comprit cela dès les premières heures du matin. Même baignée par la lumière pâle de l'aube, elle conservait cette impression étrange d'être éveillée, attentive. Les murs semblaient retenir quelque chose, comme un souffle bloqué depuis trop longtemps. Il resta longtemps immobile dans le bureau, le journal ouvert devant lui. La phrase qu'il venait de lire tournait en boucle dans son esprit. Il choisit. Il appelle. Ces mots n'avaient rien d'une métaphore. Mathieu en était désormais certain. Ils résonnaient avec une précision dérangeante, comme s'ils avaient été écrits pour lui seul. Il referma le journal avec précaution, presque avec respect, puis descendit au rez-de-chaussée. Chaque marche grinçait sous son poids, mais le bruit ne lui semblait plus seulement celui du bois ancien. Il avait l'impression que la maison répondait à ses pas, qu'elle ajustait ses propres sons aux siens. Dans la cuisine, le feu s'était éteint depuis longtemps. Une fine couche de cendres froides recouvrait l'âtre. Mathieu tenta de rallumer quelques bûches, mais le bois refusait de prendre, malgré l'amadou et les étincelles. Il abandonna. Dehors, le plateau s'étendait sous une brume épaisse. Les champs semblaient plus vastes que la veille, comme si les distances s'étaient étirées pendant la nuit. Aucun animal, aucun mouvement. Même le vent semblait hésiter à souffler ici. Mathieu sentit une pression étrange dans ses tempes, un malaise diffus, l'impression d'être observé sans pouvoir identifier d'où venait le regard. Il décida d'explorer les dépendances. La grange était immense. Les portes pendèrent de travers, grinçant légèrement quand il les poussa. L'intérieur sentait le foin pourri, la terre humide et le métal rouillé. La lumière entrait par de hautes ouvertures, dessinant des faisceaux poussiéreux dans l'air figé. C'est là qu'il entendit le premier murmure. Pas une voix distincte, plutôt une vibration. Un chuchotement si faible qu'il crut d'abord l'avoir imaginé. Il s'arrêta net. Le son semblait venir de partout à la fois. Des murs, du sol, du plafond. Comme si la grange entière murmurait à voix basse. Mathieu retint son souffle. Le murmure s'éteignit aussitôt. Il quitta la grange avec un sentiment de plus en plus oppressant, traversa la cour et entra dans l'ancien hangar à outils. Là, tout était recouvert de lierre mort et de toiles d'araignée épaisses. Une charrue rouillée reposait contre le mur, figée dans une posture absurde, comme abandonnée en plein mouvement. Et pourtant, la poussière sur le sol était récemment troublée. Des traces de pas, trop petites pour être celles d'un adulte. Mathieu recula instinctivement. « Ce n'est rien, murmura-t-il pour lui-même, des animaux. » Mais il savait que ce n'était pas vrai. Quand il rentra dans la maison, la lumière avait changé. Les pièces semblèrent plus sombres, comme si les murs absorbèrent la clarté au lieu de la refléter. Il monta à l'étage, cette fois décidé à ouvrir toutes les chambres. La première était vide, la seconde aussi. La troisième, celle qu'il avait refermée trop vite la veille, le fit hésiter. Il posa la main sur la poignée. Un froid immédiat remonta le long de son bras, brutal, presque douloureux. Il retira la main d'un geste sec, puis, lentement, il ouvrit. La chambre d'enfant n'avait pas changé. Le petit lit, les jouets en bois soigneusement alignés, la poupée de chiffon assise sur l'oreiller. Mais quelque chose était différent. La poupée n'était plus tournée vers la porte. Elle regardait le lit. Mathieu sentit son cœur s'emballer. Il referma la porte d'un coup sec. À partir de ce moment, les murmures revinrent. Pas en continu, par vagues. Ils apparaissaient quand il se déplaçait dans la maison.
s'atténuait quand il s'arrêtait, comme s'il refusait d'être surpris. Mathieu distinguait parfois des fragments de sons, jamais des mots clairs, des souffles, des soupirs, des syllabes inachevées. À la tombée de la nuit, il n'était plus seul à le sentir. La maison respirait, les murs craquaient, selon un rythme régulier, presque organique. Le plancher vibrait légèrement sous ses pieds, et dans le silence entre deux battements invisibles, les murmures devenaient plus audacieux. Il se rapprochait. Mathieu s'installa dans le salon face au portrait d'Armand. La flamme de la lampe à pétrole vacillait sans raison apparente. L'ombre du visage peint semblait changer d'expression selon l'angle de la lumière. « Qu'est-ce que tu savais » murmura Mathieu. À cet instant précis, un bruit sourd retentit au-dessus de lui. Un pas. Puis un autre. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Quelque chose marchait à l'étage. Mathieu se leva lentement, le souffle court. Les pas traversèrent le couloir supérieur, s'arrêtèrent devant la chambre d'enfant. Un long silence suivit, puis un son nouveau. Un rire, faible, étouffé. Un rire d'enfant. La lampe s'éteignit brusquement. Dans l'obscurité totale, Mathieu sentit alors quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une certitude glaçante. Les murmures n'étaient pas un avertissement. Ils étaient une invitation. Mathieu ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le salon, la lampe rallumée, le dos raide contre le dossier du fauteuil. Chaque craquement de la maison le faisait sursauter. Chaque variation du silence lui semblait chargée d'une intention invisible. Le rire d'enfant continuait de résonner dans sa mémoire, trop clair, trop précis pour être un simple jeu de son esprit fatigué. Quand l'aube finit par se lever, il se sentit vidé, comme si quelque chose avait lentement aspiré ses forces pendant la nuit. La maison, elle, semblait apaisée. Trop apaisée. Mathieu monta directement au bureau. Le journal l'attendait exactement là où il l'avait laissé, ouvert à la même page. Il aurait juré, pourtant, que les lignes semblaient plus sombres qu'auparavant, comme si l'encre s'était épaissie durant la nuit. Il s'assit et commença à lire. 15 mars 1887. Je suis arrivé au domaine aujourd'hui. Les terres sont fertiles, le plateau rude mais stable. La maison est solide, ancienne, bâtie sur une roche noire d'une densité étrange. Le village m'a accueilli avec réserve. On me regarde comme on observe quelqu'un qui s'approche trop près d'un feu. On ne m'a pas dit de partir, on m'a seulement dit d'être prudent. Mathieu sentit une tension sourde lui serrer la poitrine. Les premières pages étaient calmes, presque banales. Armand y décrivait ses projets agricoles, les réparations à effectuer, la solitude du plateau. Puis, subtilement, le ton changeait. 2 août 1887. Les ouvriers ont quitté le chantier. Tous, sans exception. Ils parlent de bruit dans les murs, de voix. Ils disent que la maison n'aime pas qu'on la transforme. J'ai tenté de les raisonner. Le vent, les dilatations du bois, les animaux, aucun n'a voulu rester. Ferrand m'a dit avant de partir, « Ce n'est pas une maison, monsieur Delvaux. » C'est une bouche fermée. Mathieu leva les yeux du journal. Une bouche. Il repensa aux murs qui semblaient respirer, au silence qui écoutait. Une sensation désagréable lui parcourut l'échine. Il poursuivit. 18 septembre 1887. J'ai découvert quelque chose sous les fondations. Une trappe dissimulée sous d'anciens sacs de grains. Elle mène à un escalier taillé directement dans la roche volcanique. Je n'ai jamais vu un tel ouvrage. La pierre est lisse, presque polie, comme si elle avait été usée par le passage de générations. La salle en bas est circulaire. Les murs sont couverts de symboles gravés profondément. Je n'en reconnais aucun. Ils me donnent le vertige si je les fixe trop longtemps. Il fait froid. Un froid ancien. Et l'air est chargé. Mathieu sentit son souffle se ralentir. Il avait l'impression de lire une description de ce qu'il n'avait pas encore osé explorer. Le journal continuait. 3 novembre 1887. Marie et Constance sont arrivées. Marie n'aime pas la maison. Elle dit qu'elle se sent observée, qu'elle n'est jamais seule, même quand elle l'est. Constance, en revanche, semble parfaitement à l'aise. Elle joue dans le couloir du premier étage. Elle parle à quelqu'un que je ne vois pas. Quand je lui demande avec qui elle joue, elle me répond toujours la même chose, avec ceux qui attendent. Mathieu ferma les yeux un instant. La chambre d'enfant. La poupée déplacée. Il tourna les pages plus vite. 20 décembre 1887. Les murmures sont devenus plus clairs. Marie les entend maintenant. Des voix qui montent des murs, du plancher, parfois même du plafond.
Je n'entends toujours rien, mais je vois les effets. Les nuits sans sommeil, la peur qui s'installe dans ses gestes, le regard qu'elle pose parfois sur Constance, comme si elle craignait sa propre fille. Constance parle en dormant. Elle utilise des mots qui ne sont pas les siens. Des mots trop anciens pour sa bouche d'enfant. Mathieu sentit une sueur froide perler à sa nuque. 14 janvier 1888. Constance est tombée malade. La fièvre va et vient, mais ce n'est pas cela qui m'inquiète. C'est ce qu'elle dit quand elle délire. Ils veulent sortir. Elle le répète sans cesse. Le prêtre est venu bénir la chambre. Il a refusé d'entrer ailleurs dans la maison. Avant de partir, il m'a dit « Ce lieu n'a jamais été destiné aux vivants ». Mathieu referma le journal un instant, les mains tremblantes. Il avait l'impression que chaque mot était une marche supplémentaire vers quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer. Il reprit. 9 mars 1888. La maison change. Les couloirs semblent plus longs, les pièces plus vastes. Certaines portes donnent parfois sur des endroits qui ne devraient pas exister. Constance dit que la maison s'ouvre lentement. Elle dit qu'il se rapproche. Le cœur de Mathieu battait à tout rompre. Il se leva brusquement quand un bruit se fit entendre derrière lui. Un froissement. Il se retourna. Rien. Pourtant, la porte du bureau était maintenant entr'ouverte. Il était certain de l'avoir fermée. Une odeur étrange flottait dans le couloir, une odeur froide, minérale, presque métallique. Mathieu referma la porte, le souffle court, et retourna au journal. 22 mai 1888. J'ai compris. Ce ne sont pas des esprits de mort, ce ne sont pas des âmes humaines, ce sont des présences anciennes. Des choses qui n'ont jamais vécu comme nous, mais qui ont toujours existé sous la terre. Les anciens propriétaires le savaient. Les Roussel ont bâti la maison ici volontairement. Ce lieu est un point de passage, une faille. Ils maintenaient l'équilibre par des rites, des mots, des symboles. Quand ces rites cessent, les frontières s'amincissent. À cet instant précis, un murmure s'éleva dans la maison. Plus distinct, plus proche. Mathieu reconnut une intonation enfantine. « Relly !» souffla une voix invisible. Il se figea. « Il sait maintenant » répondit une autre. Les murs vibrèrent légèrement, comme sous l'effet d'un souffle profond. Mathieu referma le journal d'un geste brusque et recula jusqu'au mur, le cœur battant. « Montrez-vous » murmura-t-il sans vraiment savoir pourquoi. Le silence retomba, mais il n'était plus vide. Il descendit lentement l'escalier, chaque marche semblant résonner trop fort. Dans le salon, le portrait d'Armand avait changé. Ou plutôt, son regard. Les yeux peints semblaient désormais fixés sur l'entrée du couloir menant à la cuisine. Mathieu suivit cette direction, et c'est là qu'il le sentit. Un appel, pas une voix, une traction. Quelque chose sous la maison tirait doucement sur lui, comme une main invisible, comme une invitation patiente. Il comprit alors que le journal n'était pas un avertissement laissé au hasard, c'était une transmission, un relais. Et que ce qu'Armand n'avait pas terminé, attendait désormais lui. Le plateau n'avait jamais été un simple plateau. Cette certitude s'imposa à Mathieu dès qu'il posa le pied dehors ce matin-là. L'air était différent, plus dense, comme si chaque inspiration devait traverser une épaisseur invisible avant d'atteindre ses poumons. La maison se découpait derrière lui, immobile, silencieuse. Elle semblait désormais observer le monde extérieur avec une attention nouvelle, comme si quelque chose s'était éveillé sous ses fondations. Mathieu se dirigea vers les champs. La neige y formait des plaques irrégulières, laissant apparaître par endroits la roche noire du sol. Il remarqua alors quelque chose d'étrange. Aucune trace animale, ni pas d'oiseau, ni empreinte de renard, ni marque de bétail. Le plateau était évité, instinctivement. Il marcha longtemps, jusqu'à atteindre l'extrémité nord du domaine, là où les murets de pierre sèche formaient un cercle imparfait. Au centre, la terre semblait plus sombre, presque humide malgré le froid. Mathieu ressentit un vertige soudain, comme si le sol s'inclinait imperceptiblement sous ses pieds. Les murmures revinrent. Pas des mots, des intentions, des pensées qui n'étaient pas les siennes. Il recula le cœur battant, puis retourna vers la maison, certain désormais que le plateau tout entier faisait partie du phénomène. La maison n'était pas la source, elle était le seuil. À l'intérieur, le silence était rompu par un craquement régulier, venant des profondeurs. Mathieu suivit le son jusqu'à la cuisine. Devant la cheminée monumentale, il sentit à nouveau cette traction invisible, plus insistante.
Il posa la main sur la pierre noire. Un frisson violent le traversa. Des images jaillirent dans son esprit sans prévenir. Des hommes vêtus de longues capes avançant de nuit sur le plateau, des torches plantées en cercle, des symboles tracés dans la roche encore chaude, à une époque où le volcan n'était pas tout à fait endormi. Puis d'autres images. Une demeure plus ancienne que celle qu'il connaissait, une structure grossière, presque primitive, bâtie exactement au même endroit. Des voix récitant des mots qui faisaient vibrer la terre. Mathieu retira sa main en haletant. Ce n'étaient pas des souvenirs humains, c'étaient des rémanences. Il comprit alors que le plateau avait toujours été un lieu fragile, un point où le monde des hommes se superposait à autre chose, un endroit où la frontière n'était jamais totalement fermée. Les Roussel n'avaient rien créé. Ils avaient découvert. Dans le journal d'Armand, une page qu'il n'avait pas encore lue attira son attention. Elle était pliée, presque dissimulée, entre deux entrées. Ils appellent cet endroit le lieu de passage. Les anciens savaient qu'il ne fallait ni l'ouvrir complètement, ni tenter de le détruire. Il fallait contenir, maintenir, apaiser. La maison n'est qu'un outil, un couvercle posé sur une bouche. Mathieu sentit son estomac se nouer. Les murmures s'intensifièrent, comme s'ils avaient aperçu sa compréhension. Cette fois, il distingua des fragments plus clairs. Il comprend. Il voit. Il est prêt. Il recula lentement, jusqu'à heurter la table de la cuisine. Son regard fut attiré par le sol, juste devant la cheminée. La suie formait des motifs irréguliers, sauf à un endroit précis, un cercle, presque invisible. Il tomba à genoux, frotta la pierre avec sa manche. Le symbole apparut nettement, gravé profondément dans le basalte. Un cercle traversé de lignes brisées, trop anciennes pour appartenir à une quelconque tradition qu'il connaissait. Le passage. La nuit tomba plus vite que prévu. Dehors, le vent se leva enfin, mais il ne produisait aucun son naturel. Pas de sifflement, pas de plainte, juste un déplacement d'air lourd, oppressant. Dans la maison, les portes commencèrent à grincer. Pas au hasard, une par une, comme si quelque chose testait leur solidité. Mathieu monta à l'étage. Dans le couloir, les murs semblaient s'être rapprochés. La chambre d'enfant était ouverte. À l'intérieur, la poupée n'était plus sur le lit. Elle se tenait debout, appuyée contre le mur, face à la porte. Ses yeux de bouton semblaient absorber la lumière. Mathieu recula, suffocant. « Tu vois maintenant » murmura une voix derrière lui. Il se retourna brusquement. La fillette se tenait là, petite, silencieuse, vêtue d'une robe pâle qui semblait flotter autour d'elle. Son visage était doux, presque paisible. Ses yeux, eux, n'étaient pas tout à fait humains. Ils reflétaient quelque chose de trop vaste. « Nous n'avons jamais quitté cet endroit, dit-elle calmement. C'est le monde qui nous a oubliés. »« Qui es-tu » demanda Mathieu d'une voix brisée. Elle inclina légèrement la tête. « Je suis celle qui veille quand les portes tremblent. » Autour d'eux, la maison vibrait lentement comme un cœur gigantesque. Le passage s'élargit, poursuivit-elle, parce que personne ne parle plus les mots justes, parce que les symboles s'effacent, parce que la mémoire disparaît. Et Armand ? Il a compris trop tard. Elle posa une main sur le mur. Les murmures s'élevèrent aussitôt, plus nombreux, plus pressants. Tu es ici parce que le lieu t'a reconnu, parce que ton vide résonne avec le nôtre. Mathieu sentit une fatigue immense l'envahir, une lassitude ancienne, comme s'il portait un poids transmis depuis des générations. Que veulent-ils ? La fillette esquissa un sourire triste. Ce qu'ils ont toujours voulu. Passer. La lampe s'éteignit brusquement. Quand la lumière revint, la fillette avait disparu. Mais le symbole sur la pierre brillait faiblement, et dans le silence revenu, Mathieu comprit une chose essentielle. Le lieu de passage n'était plus endormi, et la maison n'était plus suffisante pour le contenir. La nuit enveloppa le domaine comme une chape de plomb. Mathieu resta longtemps immobile au pied de l'escalier, incapable de déterminer combien de temps s'était écoulé depuis la disparition de la fillette. La maison vibrait encore faiblement, comme si un souffle gigantesque circulait dans ses murs. Il n'était plus seul. Pas au sens ordinaire du terme. Quelque chose occupait désormais chaque recoin du domaine. Pas une présence unique, mais une multitude diffuse, fragmentée, attentive. Mathieu en avait la certitude viscérale. Il sentait leur regard glisser sur lui, peser sur ses pensées, se mêler à ses souvenirs. Il tenta de quitter la maison. À peine avait-il franchi le seuil que le plateau sembla se contracter. Le chemin menant vers Saint-Flour, pourtant bien visible le matin même, s'étirait maintenant à perte de vue, déformé,
presque irréel. Les murets se répétaient à l'identique, comme si l'espace lui-même refusait de le laisser partir. Mathieu recula. La maison l'accepta sans bruit. À l'intérieur, les murmures s'intensifièrent. Cette fois, ils n'étaient plus indistincts. Ils prenaient forme, intonation, rythme, des voix différentes. Certaines graves, lentes, chargées d'un poids ancien, d'autres plus aiguës, presque familières. Il reste... il écoute. Il est assez proche. Mathieu monta à l'étage, attiré malgré lui. Les portes s'ouvraient désormais sans résistance, révélant des pièces qui semblaient légèrement modifiées. Les plafonds plus hauts, les angles moins nets, comme si la maison perdait progressivement sa géométrie humaine. Dans la chambre d'enfant, la température avait chuté brutalement. Le lit était vide. Les jouets éparpillés au sol formaient un cercle imparfait. Au centre, une ombre. Elle ne possédait pas de contour fixe. Elle se contractait, se dilatait, prenant parfois une forme vaguement humaine avant de se dissoudre à nouveau. « Tu nous entends maintenant, dit-elle. » La voix ne venait pas d'un point précis. Elle vibrait dans l'air, dans les murs, dans la poitrine même de Mathieu. « Je n'ai jamais voulu entendre, » répondit-il d'une voix rauque. Un murmure amusé parcourut la pièce. Tous disent cela, mais tous écoutent. Des images surgirent dans son esprit. Le plateau, autrefois couvert de forêts épaisses, des hommes traçant des cercles de pierre, des chants anciens, scandés lentement, pour maintenir quelque chose endormi. Nous n'avons pas été appelés, poursuivit la voix. Nous étions déjà là. Ils ont simplement appris à nous contenir. Pourquoi maintenant ? Demanda Mathieu. Pourquoi moi ? L'ombre se rapprocha légèrement, parce que les mots s'effacent, parce que la mémoire se perd, parce que la douleur ouvre des fissures. Un souvenir s'imposa à Mathieu sans qu'il puisse l'empêcher. Hélène, debout dans la cuisine de leur ferme, la lumière d'hiver sur ses cheveux. Son sourire fatigué mais sincère, la douleur lui coupa le souffle. « Elle pense encore à toi », murmura la voix. Mathieu recula d'un pas, ne prononce pas son nom. L'ombre vibra, presque satisfaite. Elle n'est pas perdue. Rien ne se perd ici. Tout attend. Le sol trembla légèrement. Les murs se couvrirent d'ombres mouvantes. Des silhouettes apparurent, floues, indéfinissables. Certaines semblaient humaines, d'autres non. Ils sont les échos, expliqua la voix. Ceux qui ont vécu ici, ceux qui ont traversé, ceux qui ont entendu l'appel. Et ceux qui n'ont jamais pu repartir? Un silence pesant s'installa. Il n'y a pas de départ. Il n'y a que des seuils. Mathieu sentit une fatigue profonde l'envahir. Pas physique, mentale. Comme si ses pensées devenaient plus lentes, plus lourdes. « Tu peux partir », murmura soudain la voix, plus douce. « Tu peux refermer les portes. Maintenir l'équilibre. Comment ?» Les symboles gravés dans la pierre se mirent à briller faiblement, projetant leur forme sur les murs, en restant, en veillant, en devenant ce que la maison a toujours attendu. Le cœur de Mathieu se serra. « Et si je refuse ?» Les murmures reprirent, plus pressants. Alors, le passage s'élargira. Les voix sortiront du plateau, elles chercheront d'autres fissures. Il comprit alors l'ampleur de ce qui était en jeu. Le domaine n'était qu'un point, un premier seuil. Si les barrières cédaient ici, elles céderaient ailleurs. Armand a compris, ajouta la voix, mais il n'a pas eu la force. Et moi ? Demanda Mathieu dans un souffle. Pourquoi aurais-je cette force ? Un silence. Puis une réponse inattendue. Parce que tu sais ce que c'est que de perdre. Parce que tu sais ce que c'est que de rester quand tout pousse à partir. Les silhouettes s'approchèrent, formant un cercle autour de lui. Nous ne te forcerons pas, dirent-elles à l'unisson. Mais le choix t'appartient désormais. La pression disparut soudain. Les ombres se dissipèrent. La chambre retrouva son apparence presque normale. Mathieu s'effondra sur le lit, tremblant. Il resta là longtemps, incapable de bouger, le regard fixé au plafond. Une certitude s'imposa à lui, froide et implacable. Quoi qu'il décide, il ne quitterait jamais vraiment cet endroit. Et quelque part, sous la maison, quelque chose attendait sa réponse. Le silence était revenu. Un silence différent de tous ceux que Mathieu avait connus jusque-là. Pas le silence vide de la nuit, ni celui oppressant de la maison attentive. Celui-ci était immobile, tendu, comme une respiration suspendue juste avant un mot trop longtemps retenu. La maison attendait. Mathieu se leva lentement. Son corps était lourd, mais son esprit étrangement clair. Il n'y avait plus de panique, plus de fuite possible non plus. Seulement une lucidité froide, presque paisible. Il descendit jusqu'à la cuisine.
La pierre gravée devant la cheminée luisait faiblement, comme si elle répondait à sa présence. Les symboles semblaient moins nets qu'auparavant, leurs lignes légèrement brouillées, comme une écriture qu'on aurait frottée trop souvent. Le passage s'ouvrait, pas physiquement encore, mais dans quelque chose de plus profond. Mathieu posa la main sur la pierre. Cette fois, aucune vision ne l'assaillit, aucun murmure, aucun frisson violent. Seulement une sensation étrange, celle d'un seuil invisible qu'il suffisait de franchir par un simple choix. Il pensa à Armand, à ces mots laissés dans le journal, à ce qu'il avait compris trop tard. Il pensa aussi à ceux du village, à leurs regards fuyants, à leur silence trop lourd. Il vivait à l'ombre du plateau depuis des générations, conscient sans vraiment savoir, survivant d'un équilibre fragile maintenu par l'oubli. Mathieu monta une dernière fois à l'étage. La chambre d'enfant était vide. Les jouets reposaient sagement sur l'étagère, comme s'ils n'avaient jamais été déplacés. La poupée était revenue sur le lit, tournée vers le mur, mais le miroir, accroché à la commode, attira son attention. Il ne reflétait pas exactement la pièce. L'espace semblait plus profond, comme si le miroir contenait une version légèrement différente de la maison. Les murs y paraissaient plus sombres, les ombres plus nombreuses, et derrière lui, une silhouette. Mathieu se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Quand il reporta son regard sur le miroir, la silhouette était toujours là, floue, indéfinie. Elle semblait faite de superpositions, comme plusieurs formes occupant le même espace. « Tu es arrivé au bord », murmura une voix sans origine. Mathieu ne répondit pas. « Entre rester et laisser passer ». La silhouette dans le miroir s'approcha, jusqu'à ce que son reflet se confonde presque avec celui de Mathieu. Ce lieu n'a jamais été scellé, poursuivit la voix. Il a seulement été contenu. Chaque gardien ajoute une couche, une mémoire, une présence. « Et si je refuse ?» demanda Mathieu calmement. Le reflet pencha la tête. « Alors le plateau se souviendra sans toi. » Et il appellera un autre. Un souffle parcourut la maison. Les murs vibrèrent à peine, comme une réponse lointaine. Mathieu comprit alors que le choix n'était pas aussi simple qu'il l'avait cru. Il n'existait pas de solution définitive, seulement des délais, des résistances temporaires, des vies absorbées par la fonction de garder. Il pensa à Hélène, non pas à sa mort, mais à sa voix, à sa chaleur, à ce qu'elle aurait dit s'il lui avait raconté tout cela. Il sut au fond de lui qu'elle n'aurait jamais voulu être rappelée par la fracture de ce monde. Il descendit lentement jusqu'à la cuisine. Les symboles pulsaient maintenant, presque imperceptiblement. Mathieu s'agenouilla devant la pierre et posa les deux mains à plat sur le basalte glacé. Il ne prononça aucun mot. Il n'en avait pas besoin. Le geste suffisait. La maison réagit aussitôt. Les murs cessèrent de vibrer. Les murmures s'éteignirent un à un comme des voix qu'on éloigne lentement derrière une porte épaisse. L'air retrouva une densité normale. Le silence redevint silencieux. Quelque chose se referma. Pas complètement. Juste assez. Quand Mathieu se releva, il se sentit étrangement vidé, comme si une partie de lui était restée de l'autre côté du seuil, pas arrachée, offerte. Il sortit de la maison au petit matin. Le plateau semblait différent, toujours désert, toujours froid, mais moins hostile. Le vent soufflait enfin, faisant onduler l'herbe gelée. Un corbeau passa dans le ciel, croassant brièvement avant de disparaître derrière la crête. Mathieu ne se retourna pas. Il marcha longtemps, jusqu'à apercevoir Saint-Flour au loin. Au village, on remarqua des changements. Les nuits devinrent plus calmes, les enfants cessèrent de parler seuls, les silences moins lourds. Mais Mathieu Delvaux ne revint jamais s'installer ailleurs. Certains disent l'avoir vu parfois, marchant sur le plateau à la tombée du jour, toujours seul, toujours tourné vers la maison. D'autres affirment que le domaine est désormais vide. Pourtant, quand le vent souffle d'une certaine manière, quand l'hiver est trop silencieux, on jurerait entendre sous la pierre noire une respiration lente, patiente, comme si quelque chose dormait encore, entre deux portes.